Si les avions à 3 moteurs étaient si sûrs, si puissants et si essentiels pour les routes les plus exigeantes du monde, pourquoi ont-ils pratiquement disparu? Pendant plus de 2 décennies, les trimoteurs ont été le symbole de l'aviation commerciale long courrier. Des modèles emblématiques comme le McDonnell Douglas DC-10, le Lockheed Corporation L-1011 TriStar et plus tard le MD-11 dominaient les routes transocéaniques, reliaient les continents et étaient considérés comme le summum de la conception aéronautique. À cette époque, avoir 3 moteurs n'était pas un caprice. C'était une nécessité réelle pour une industrie qui ne disposait pas encore de moteurs aussi fiables que ceux d'aujourd'hui et qui recherchait l'équilibre parfait entre puissance, sécurité et performance. Cependant, aujourd'hui, il n'en reste presque plus en service. Les compagnies aériennes ont cessé d'en acheter, les ont remplacés par des bimoteurs et en quelques années, une conception qui semblait être l'avenir est devenue un vestige du passé. Mais cette histoire ne se comprend pas avec une réponse simple. Ils n'ont pas disparu par mode, ni par esthétique, ni parce qu'ils étaient défaillants. La raison est beaucoup plus profonde et a à voir avec la manière dont la technologie, la réglementation et l'économie du vol ont évolué. Pour le comprendre, il faut d'abord parcourir toute cette évolution, depuis la naissance du trimoteur comme solution nécessaire jusqu'à sa disparition lorsque l'aviation a pris un tournant qui ne lui laissait plus de place. Et avant d'entrer dans ce déclin, il y a une question que nous devons d'abord résoudre. Quel problème si important existait dans l'aviation des années 60 et 70 qu'il ne pouvait être résolu qu'en ajoutant un 3e moteur? Dans ce contexte, l'aviation commerciale entrait dans une phase d'expansion qui obligeait à repenser la manière dont les avions long courrier étaient conçus. Les routes s'étendaient, les vols au-dessus de l'océan devenaient de plus en plus fréquents, et l'industrie avait besoin de solutions offrant une marge de sécurité supérieure à celle que pouvaient fournir les conceptions les plus simples. Telle était la réalité technique de l'époque. Les bimoteurs ne pouvaient tout simplement pas assurer en toute sécurité les routes que l'industrie devait couvrir. La technologie n'en était pas encore là, et la réglementation non plus. Les moteurs turbojets et turbofans de cette génération présentaient des limitations très claires. Leur poussée était relativement faible comparée à celle des moteurs modernes, leur consommation était élevée, leur durée de vie était réduite et les pannes en vol, bien que non constantes, n'étaient pas rares non plus. Perdre un moteur pendant un vol long courrier était un scénario pris en compte et auquel les compagnies aériennes devaient être préparées. De plus, une panne au décollage avec un ancien bimoteur pouvait être critique car le moteur restant ne garantissait pas toujours la poussée nécessaire pour maintenir la montée ou compenser l'asymétrie. À cela s'ajoutait un autre facteur décisif, car à cette époque, les normes de sécurité obligeaient les avions à 2 moteurs à rester toujours relativement proches d'un aéroport alternatif en cas d'urgence, une limitation qui réduisait fortement les routes possibles. Ils ne pouvaient tout simplement pas traverser les océans de manière directe, ni voler sur de longues distances sans aéroport proche, excluant ainsi une grande partie des routes intercontinentales, et rendant leur portée pratique limitée et leur performance en cas de perte de moteur insuffisante pour les routes long courrier. L'alternative classique était celle des quadrimoteurs, mais ces avions posaient un problème différent. Avoir 4 moteurs garantissait redondance, stabilité et autonomie, mais impliquait aussi des coûts d'exploitation élevés. Ils étaient plus lourds, consommaient plus de carburant, nécessitaient davantage de maintenance et leur exploitation était coûteuse pour de nombreuses compagnies aériennes qui n'avaient pas besoin d'un avion aussi grand ou aussi onéreux pour leur route. Dans ce contexte, une question logique s'est posée pour les ingénieurs et les fabricants. Existait-il un point intermédiaire capable d'équilibrer sécurité, puissance et coût? La réponse fut le trimoteur, une configuration qui offrait exactement ce dont l'industrie avait besoin à ce moment-là. Une poussée suffisante pour les routes longues, une redondance pour compenser une panne et un coût d'exploitation inférieur à celui des quadrimoteurs. C'était le point optimal entre l'insuffisance des bimoteurs de son époque et l'excès des quadrimoteurs. Cette architecture permettait désormais de voler au-dessus des océans, de respecter les réglementations de sécurité, d'offrir une bonne capacité de charge et de passagers, et en même temps de réduire les coûts d'exploitation par rapport aux géants à 4 moteurs. C'est ici qu'entrèrent en scène les grands protagonistes de cette histoire.
le McDonnell Douglas DC-10 et le Lockheed Corporation L-1011 TriStar, des avions conçus spécifiquement pour combler ce vide entre capacités et coûts. Cette nécessité fit que le marché les adopta rapidement, car ils résolvaient un problème réel pour les compagnies aériennes qui recherchaient des avions capables d'opérer des routes transatlantiques et transpacifiques sans recourir à la dépense énorme d'un quadrimoteur. De plus, ces modèles offraient un mélange idéal d'autonomie, de puissance et d'efficacité pour l'époque. En fait, pendant plus d'une décennie, le trimoteur devint la norme pour les vols long courriers qui ne justifiaient pas un avion gigantesque comme le Boeing 747. Le trimoteur naquit donc non pas comme une expérience isolée ni comme une mode passagère, mais comme la meilleure solution possible à l'ensemble des limitations techniques, économiques et réglementaires du moment. Pour comprendre comment il en est venu à dominer son époque, il y a quelque chose que nous devons examiner de plus près, car il ne suffisait pas d'être une bonne idée sur le papier. Si le trimoteur était la solution idéale de son moment, qu'est-ce qui l'a transformé en format dominant des années 70 et 80 ? Le trimoteur ne naquit pas seulement comme une solution nécessaire, il finit aussi par s'adapter avec une précision presque parfaite aux besoins réels des compagnies aériennes de son temps. Durant les années 70 et 80, ces avions cessèrent d'être perçus comme une alternative et en vinrent à représenter une manière logique d'exploiter des routes longues avec un équilibre entre puissance, autonomie et coût d'exploitation. Car 3 moteurs n'étaient pas un nombre arbitraire, mais une réponse directe à ce qu'exigeait l'aviation de ces années-là. Le premier grand avantage du trimoteur était la puissance, car 2 moteurs ne fournissaient tout simplement pas la poussée suffisante pour transporter un avion à fuselage large à travers les océans ou sur des routes transcontinentales, tandis que 4 moteurs pouvaient le faire, mais avec un coût d'exploitation beaucoup plus élevé. Le trimoteur occupait le point parfait entre ces 2 extrêmes. Une puissance suffisante pour décoller avec des charges élevées, maintenir de longues croisières et couvrir des routes exigeantes sans encourir les coûts de carburant et de maintenance d'un quadrimoteur. Pour de nombreuses compagnies aériennes, cette différence représentait des millions d'économies annuelles sans sacrifier la capacité. Un autre facteur crucial était la redondance. Dans les années 70, les moteurs n'étaient pas aussi fiables qu'aujourd'hui et une panne moteur en vol restait un scénario possible, de sorte que disposer de 3 moteurs apportait une marge de sécurité importante. Si l'un tombait en panne, l'avion disposait toujours de 2 moteurs opérationnels capables de maintenir un vol stable, en plus d'éviter l'asymétrie extrême que subissaient les bimoteurs en cas de perte d'un moteur latéral. C'est pourquoi le trimoteur combinait sécurité et contrôle même dans des situations d'urgence, ce qui était très apprécié par les compagnies aériennes et les régulateurs. En plus de cette redondance, la position du moteur central apportait également des avantages intéressants. Placer un moteur à l'arrière, qu'il soit intégré dans le stabilisateur vertical ou situé à la racine du fuselage, offrait un flux d'air particulièrement propre qui améliorait les performances du moteur. Cette position réduisait l'ingestion de corps étrangers lors des opérations dans des aéroports aux pistes moins bien entretenues et générait en outre une cabine plus silencieuse pour les passagers. D'un point de vue aérodynamique, le moteur central pouvait améliorer l'équilibre de l'avion et, bien intégré, offrait des performances remarquables en croisière. À cette efficacité s'ajoutait un autre avantage clé, la polyvalence opérationnelle, raison pour laquelle les trimoteurs dominèrent le marché. Comme conséquence directe, 3 moteurs permettaient de décoller depuis des aéroports situés à haute altitude ou dans des climats très chauds où l'air moins dense réduisait les performances et où les anciens bimoteurs subissaient davantage de limitations. Ils offraient également une excellente capacité de charge, sans devoir recourir à des géants à 4 moteurs comme le Boeing 747. Les compagnies aériennes pouvaient exploiter des routes longues, des routes moyennes à forte demande et des segments hybrides nécessitant un équilibre entre charge et autonomie. Cette combinaison d'avantages explique le succès du DC-10 et du L-1011 TriStar, la meilleure preuve de leur pertinence. Les 2 modèles dominèrent les vols internationaux long courriers et devinrent des avions emblématiques de leur époque. Plus tard, le MD-11 tenterait d'améliorer encore davantage le concept en recherchant un avion plus efficient et doté d'une plus grande autonomie. Pendant plus de 2 décennies, le trimoteur ne fut pas une expérience,
Il fut la norme pour relier le monde de manière rentable et sûre. Mais l'équilibre du trimoteur ne durerait pas éternellement. L'aviation était sur le point de changer de direction, et ce changement n'avait rien à voir avec une mode ni avec une décision isolée, mais avec une évolution silencieuse qui se préparait depuis des années. Pour comprendre ce qui vint ensuite, il y a une question clé que nous devons poser maintenant. Si les trimoteurs étaient si efficients et si sûrs, que s'est-il passé pour que les bimoteurs finissent par les surpasser et mettent fin à leur règne ? L'ère du trimoteur ne prit pas fin parce qu'il cessa d'être sûr ou efficient, ni parce que les compagnies aériennes s'en lassèrent. Son déclin commença lorsque de nouvelles manières de concevoir la sécurité en vol et la certification long courrier apparurent. Des changements qui, peu à peu, élargirent ce qu'un avion à 2 moteurs pouvait accomplir et qui, de manière progressive, modifièrent l'équilibre du marché jusqu'à ouvrir la porte à une transformation profonde de l'aviation commerciale. L'un des changements les plus décisifs fut l'apparition de l'ETOPS, sigle de Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards, une certification qui définit jusqu'à quel point un avion à 2 moteurs peut s'éloigner d'un aéroport alternatif pendant le vol, et qui permit d'élargir de manière radicale les routes possibles pour les bimoteurs. Avant son arrivée, la réglementation obligeait ces avions à rester toujours dans un rayon relativement court d'un aéroport en cas de panne moteur, raison pour laquelle, pendant des décennies, ils ne pouvaient pas traverser les océans ni franchir des zones reculées en toute liberté. La limitation n'était pas un caprice. Les moteurs de l'époque n'avaient pas la fiabilité nécessaire pour garantir qu'un bimoteur puisse poursuivre un vol long et dérouté avec un seul moteur opérationnel. Mais avec les progrès de l'ingénierie et l'augmentation progressive de la fiabilité, ces restrictions cessèrent d'avoir du sens et l'ETOPS apparut pour refléter cette nouvelle réalité technique. La clé de tout résidait dans les moteurs. Avec l'arrivée de nouvelles générations de turbophones, la fiabilité atteignit des niveaux auparavant impensables. Les pannes en vol devinrent extrêmement rares, les cycles de maintenance furent allongés, les intervalles entre inspections augmentèrent, et l'efficacité s'améliora de manière spectaculaire. Des fabricants comme Boeing et Airbus purent concevoir des bimoteurs capables d'égaler les performances qu'auparavant seul un trimoteur ou un quadrimoteur pouvait offrir. Avec ce saut technologique, les moteurs n'étaient plus un point faible, mais étaient devenus un pilier de fiabilité incontestable. À partir de ce moment, l'ETOPS transforma la carte des routes de l'aviation commerciale. Avec des certifications comme ETOPS 120 et ETOPS 180, les bimoteurs purent traverser l'Atlantique par des routes plus courtes, voler au-dessus de zones reculées et effectuer des traversées qui leur étaient auparavant interdites. Cela réduisit les temps de vol, raccourcit les distances et permit aux compagnies aériennes d'économiser du carburant et d'exploiter des routes directes beaucoup plus rentables. Soudain, un bimoteur n'était plus un avion limité. Il devint un outil polyvalent, capable et extrêmement efficient. Pour les compagnies aériennes, ce fut le début d'une révolution. Dans ce nouveau scénario, l'impact économique fut immédiat. Un trimoteur exigeait d'entretenir, de réparer et d'alimenter 3 moteurs. Un bimoteur ETOPS, seulement 2. L'économie en carburant, en pièces de rechange, en cycle de maintenance et en heures de main-d'œuvre était gigantesque. De plus, les nouveaux designs bimoteurs comme le Boeing 767, le 777 et plus tard l'Airbus A330 démontrèrent une autonomie et une efficacité énergétique supérieures à celles de nombreux trimoteurs. L'équilibre technique qui avait défini le trimoteur pendant des décennies fut rompu pour toujours. Les bimoteurs pouvaient désormais faire la même chose, mais à moindre coût. Avec cette nouvelle capacité des bimoteurs à exploiter des routes long courrier, le trimoteur perdit sa raison d'être. Ils cessèrent d'occuper cette position intermédiaire qui auparavant équilibriait puissance et coût pour devenir une conception inutile et économiquement défavorable. À mesure que les bimoteurs gagnaient du terrain, maintenir 3 moteurs cessa d'être rentable et, dans l'industrie de l'aviation commerciale, où chaque litre de carburant, chaque heure de maintenance et chaque minute au sol compte, ce déséquilibre économique finit par être décisif. Le trimoteur, qui avait auparavant été l'équilibre parfait entre puissance et coût, devint un luxe inutile. Le premier point clé est le plus évident. 3 moteurs coûtent plus que 2, mais il ne s'agit pas seulement du carburant supplémentaire.
Un moteur en plus impliquait une maintenance programmée, des inspections imprévues, des pièces de rechange à stocker, une charge de travail accrue pour les équipes techniques et des temps d'immobilisation au sol plus longs. Chaque moteur requiert des cycles spécifiques de vérification, de révision générale et d'inspection approfondie, et ces processus sont extrêmement coûteux. Pour une compagnie aérienne, le troisième moteur n'était pas un élément marginal. Il représentait une augmentation considérable du coût par cycle. Alors qu'un bimoteur réalisait ses opérations avec un niveau de dépenses maîtrisé et prévisible, un trimoteur ajoutait de la complexité et des coûts qui n'apportèrent plus de bénéfices proportionnels. Le second point, moins évident pour le grand public mais crucial pour les compagnies aériennes, était la complexité du moteur central. Ce moteur, situé à l'arrière, qu'il soit intégré dans le stabilisateur vertical ou à la racine du fuselage, nécessitait un accès spécialisé pour la maintenance et ne pouvait pas être inspecté facilement depuis le tarmac. Il nécessitait des échafaudages spécifiques, des élévateurs, des équipements supplémentaires et des temps d'intervention plus longs, et son emplacement faisait que toute réparation impliquait des processus plus délicats. Ce moteur, qui en son temps avait été essentiel pour fournir au trimoteur la puissance nécessaire, finit par devenir l'un de ses points les plus coûteux. Face au bimoteur avec des moteurs montés sous l'aile, à accès direct, rapide et universel, le moteur en queue en vint à représenter un véritable fardeau économique. À tout cela s'ajouta un facteur qui fit définitivement pencher la balance. Les bimoteurs modernes étaient beaucoup plus efficients. Des modèles comme le Boeing 767, le 777 et l'Airbus A330 ne se contentaient pas de répondre aux exigences ETOPS, ils le faisaient avec une consommation de carburant significativement plus faible. Leur moteur à grand diamètre offrait une poussée spectaculaire avec une efficacité que les trimoteurs ne pouvaient égaler. De plus, en n'ayant que 2 moteurs, le poids de l'avion était inférieur, la maintenance était réduite et les coûts d'exploitation quotidiens chutaient brutalement. Cela permit aux compagnies aériennes d'optimiser leur flotte, de réduire les dépenses et d'améliorer de manière notable leurs marges bénéficiaires. Dans ce contexte, le MD-11, la dernière tentative de McDonnell Douglas pour maintenir en vie le format trimoteur, arriva trop tard. Bien qu'il promettît d'être une amélioration substantielle du DC-10, le MD-11 ne répondit pas aux objectifs d'autonomie ni de consommation qui avaient été annoncés. En pratique, les bimoteurs commençaient à surpasser le trimoteur en efficacité et en portée. Des compagnies aériennes qui avaient fait confiance au MD-11 pour des routes long courriers se retrouvèrent avec un avion qui, bien que capable, ne rivalisait pas économiquement avec les designs bimoteurs émergents. Le trimoteur, qui avait été la solution optimale pendant des décennies, cessa de s'intégrer dans le nouveau paradigme de l'aviation. Au final, les compagnies aériennes ne pouvaient plus justifier économiquement l'exploitation d'un avion à 3 moteurs. Entre le coût du carburant, la complexité de la maintenance, la pression réglementaire pour réduire les émissions et l'apparition de bimoteurs extraordinairement efficients, le trimoteur perdit sa place sur le marché des passagers. Ce qui avait été auparavant la solution parfaite devint un désavantage impossible à soutenir. Mais l'histoire du trimoteur ne s'arrêta pas là, car lorsqu'il cessa d'avoir du sens dans le transport de passagers, il commença à trouver sa place dans un environnement très différent. Cela ouvre une nouvelle question qui mérite d'être explorée ensuite. S'il n'était plus rentable pour les vols commerciaux, comment parvinrent-ils à continuer d'opérer pendant encore tant d'années ? Bien que les trimoteurs aient cessé d'être compétitifs pour les vols de passagers, ils avaient encore une carte à jouer et ne disparurent pas immédiatement. Durant les années 90 et une grande partie des années 2000, ils trouvèrent un nouveau créneau où rester utile, le transport de fret. Le monde du cargo avait des besoins différents, moins sensibles à la consommation par siège et davantage centrés sur la capacité, la disponibilité des avions et le coût initial d'acquisition, si bien que, pendant un temps, les trimoteurs s'intégrèrent étonnamment bien dans cette équation. Contrairement au transport de passagers, le fret n'exige ni confort, ni insonorisation, ni technologie moderne de cabine. Un avion cargo peut opérer de nuit, utiliser des aéroports secondaires ou effectuer des routes spécifiques où l'efficacité absolue n'est pas aussi critique que la fiabilité et le volume disponible.
Les trimoteurs, avec leur combinaison de puissance, de fuselage large et de bonne autonomie, se révélaient particulièrement adaptés pour transporter de grands volumes de marchandises sans obliger les compagnies à investir dans des avions neufs et extrêmement coûteux. De plus, les compagnies de fret privilégient généralement la capacité à soulever de lourdes charges et à exploiter des routes longues sans se soucier autant de l'optimisation de la consommation par passager puisqu'il n'y a pas de passagers. Le meilleur exemple de cette seconde vie fut le MD-11F, qui devint l'un des cargos les plus reconnaissables de son époque. Des opérateurs comme FedEx, UPS et Lufthansa Cargo l'utilisèrent pendant des années comme cheval de bataille pour les routes intercontinentales. Son long fuselage, son grand volume utile et ses moteurs puissants le rendaient particulièrement adapté pour décoller à pleine charge depuis des aéroports chauds ou situés à haute altitude. De plus, le marché regorgeait de MD-11 et de DC-10 retirés du service passager qui pouvaient être convertis en cargo, ce qui réduisait considérablement le coût d'acquisition par rapport à un avion entièrement neuf. Pour de nombreuses entreprises de fret, un trimoteur converti était un investissement rentable. Il offrait un équilibre entre capacité et coût qui n'existait pas dans les bimoteurs de l'époque. Cependant, cet avantage avait ses jours comptés. Les trimoteurs traînaient également leurs limitations structurelles, consommaient davantage, conservaient la complexité du moteur en queue et ne disposaient plus d'une chaîne abondante de pièces de rechange neuves. À mesure que les modèles vieillissaient, les maintenir en service devenait plus coûteux. Avec la réduction progressive de la production de pièces et de composants spécifiques, les coûts de maintenance commencèrent à augmenter de manière considérable. Cela coïncida avec l'arrivée d'une nouvelle génération de cargos bimoteurs extraordinairement efficients, comme le Boeing 777F, le 767F et plus tard l'A330F. Ces avions offraient une autonomie similaire ou supérieure, tout en consommant beaucoup moins de ressources et en étant moins coûteux à entretenir. Leurs moteurs modernes avaient des cycles de vie plus longs et nécessitaient moins d'intervention, un avantage qui finit par laisser les trimoteurs sans réelle capacité de rivaliser avec ces nouveaux modèles. Avec ce nouveau scénario, le retrait progressif était inévitable. À partir de la décennie des années 2010, des compagnies comme FedEx commencèrent à retirer leur McDonnell Douglas MD-11F à un rythme de plus en plus soutenu, en les remplaçant par des bimoteurs plus rentables. D'autres opérateurs suivirent le même chemin. Les McDonnell Douglas DC-10 reconvertis commencèrent également à disparaître, non par manque d'utilité, mais pour une raison strictement économique. Exploiter 3 moteurs, et en particulier un situé en queue, finit par devenir insoutenable face à des modèles ultramodernes conçus pour un marché du fret mondialisé et hautement compétitif. Aujourd'hui, il reste très peu de trimoteurs en service actif. La majorité est retirée, stockée ou a été démantelée. Certains continuent de voler chez des opérateurs très spécifiques, généralement pour des missions peu fréquentes ou dans des pays où le renouvellement de flotte progresse plus lentement. En observant ce présent presque silencieux, il est plus facile de comprendre pourquoi les trimoteurs, bien qu'ayant pratiquement disparu du ciel, continuent d'occuper une place très particulière dans l'histoire de l'aviation. Leur présence résiduelle actuelle n'est pas un symbole d'échec, mais la conséquence naturelle d'un secteur en évolution constante. Aujourd'hui, ils ne volent plus qu'entre les mains d'opérateurs de niche, mais leur empreinte est profonde. Et c'est précisément maintenant, à la fin de cette analyse, que nous pouvons comprendre pleinement pourquoi ils sont apparus, pourquoi ils ont dominé et pourquoi ils ont finalement été laissés derrière. Les trimoteurs naquirent comme réponse directe à une limitation technologique. Les moteurs de l'époque n'étaient ni suffisamment puissants ni suffisamment fiables pour confier des routes longues à un bimoteur. Pendant des années, ils furent la solution idéale, combinant puissance, sécurité et polyvalence. Ils relièrent des continents, permirent de nouvelles routes et offrirent aux compagnies aériennes un équilibre parfait entre portée et coût. Puis vint les TOPS, accompagnés d'une nouvelle génération de moteurs turbophones d'une fiabilité extraordinaire. Soudain, les bimoteurs pouvaient accomplir ce qui auparavant était impensable, traverser les océans de manière efficiente et sûre. À partir de ce moment, la logique économique s'imposa. Maintenir 3 moteurs n'avait plus de sens, la consommation était plus élevée, la maintenance plus coûteuse et la concurrence des bimoteurs plus modernes
tout simplement imbattables. Les trimoteurs furent retirés du transport de passagers, trouvèrent une seconde vie dans le monde du fret, et finalement, y furent également remplacés. Mais leur disparition n'efface pas leur importance. Les trimoteurs représentent la transition entre deux ères, l'ère où la fiabilité des moteurs imposait des limites strictes et l'ère moderne, où l'ingénierie permit aux bimoteurs de devenir l'épine dorsale du transport aérien mondial. Sans les trimoteurs, l'évolution vers les bimoteurs long courriers aurait été beaucoup plus lente. Leur rôle en tant que pont technologique fut essentiel. Ils introduisirent des concepts aérodynamiques, des solutions structurelles et des pratiques opérationnelles qui continuent aujourd'hui d'influencer la conception des avions modernes. Comprendre leur histoire transforme également notre manière de regarder l'aviation. Lorsque nous observons un MD-11 dans un musée, une photographie du L-1011 ou un DC-10 préservé dans une exposition, nous ne voyons plus seulement un avion à 3 moteurs. Nous voyons une solution brillante à un problème qui a défini toute une époque. Nous voyons une philosophie de conception qui a permis à l'aviation de croître et de s'étendre avant que la technologie ne rende possible un nouvel équilibre. Les trimoteurs sont un rappel que chaque étape de l'aviation répond à son contexte, à sa technologie et à ses besoins, et que rien ne reste identique une fois que l'innovation entre en scène. Aujourd'hui, leur héritage vit dans les bimoteurs modernes qui sillonnent le ciel avec une efficacité impensable il y a quelques décennies. L'aviation continue d'avancer et chaque conception raconte une partie de cette histoire. Si cette analyse t'a plu et que tu veux continuer à explorer comment fonctionnent réellement les machines qui transforment le monde, abonne-toi et accompagne-nous dans les prochaines vidéos. Ici, le voyage continue.